Donc on va terminer notre enquête sur Machiavel avec l'explication du chapitre 25, l'avant-dernier chapitre, qui est consacré à la fortune. La fortune est un des concepts les plus importants dans la philosophie politique de Machiavel, et cela désigne en fait tout simplement l'imprévisible, le hasard qui survient et qui met par terre tous les plans qu'on a pu établir. La fortune est le pire ennemi du prince, parce que en fait la fortune est ce qui peut le déstabiliser et lui faire perdre son pouvoir sans qu'il n'y puisse rien à première vue. Donc la question est de savoir ce que peut le prince face à la fortune. Comment devons-nous nous comporter face à la possibilité que tout ce qu'on a établi puisse partir en fumée à la suite d'un hasard malheureux ou malencontreux. Donc dans ce chapitre 25, Machiavel va poser la question du pouvoir que l'on peut avoir face à l'impondérable, l'imprévisible, la fortune. Et sa réponse est assez simple, au fond. Il dit que la fortune, elle cause des ravages, surtout là où on n'est pas préparé à la recevoir. Donc le prince doit toujours s'attendre à devoir changer. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais considérer une ligne de conduite comme définitive. Et la réactivité du prince face à l'impondérable, sa capacité à établir des plans et à les bouleverser, fait partie de la virtu. On a vu que la virtu, c'était la capacité à établir le juste milieu, c'était la capacité à aller contre ses propres inclinations morales, c'est aussi, et c'est le troisième point, hein, la capacité à s'adapter à la fortune. Sa thèse, c'est que si nous étions capables de nous adapter en permanence, c'est-à-dire si nous n'étions pas retenus par l'habitude du succès ou par notre caractère, nous ne serions jamais victimes de la fortune. Donc la fortune, c'est un ennemi, mais c'est un ennemi certes imprévisible, mais on peut le vaincre si on fait un travail sur soi. Faire ce travail sur soi, c'est être capable donc de changer à propos, comme il le dit dans la troisième partie du texte. Il va développer donc son argumentation en trois parties. Dans la première partie, il va essayer de comment dire, ne pas désespérer le prince en lui montrant qu'il a toujours un pouvoir sur la fortune parce que celle-ci ne cause de dégâts que là où elle n'a pas été préparée ou anticipée. Dans la seconde partie, il va montrer qu'en fait, il n'y a pas de recette unique parce que pour parvenir au pouvoir et pour le conserver, on peut utiliser de nombreux moyens différents. Ce qui signe la réussite ou l'échec d'un prince, c'est l'adaptation des moyens qu'il a engagés avec l'esprit du temps. Et l'esprit du temps, c'est la fortune. Donc en fait, si vous êtes circonspect, c'est-à-dire plutôt du genre attentiste, prudent, ou si vous êtes impétueux, eh bien ça peut fonctionner, ça dépend du temps où vous vous trouvez. Et donc la virtu consiste, hein, c'est ce qu'on verra dans cette seconde partie, à être capable de savoir quel type de conduite est adapté au temps où nous nous trouvons. Et dans la troisième partie, Machiavel va essayer de faire preuve d'un peu d'optimisme et va convaincre le prince auquel il s'adresse, à savoir Laurent de Médicis, que s'il était capable de faire un travail sur lui-même pour toujours s'adapter aux circonstances, s'il ne se laisse pas entraîner ni par son caractère, ni par ses habitudes de réussite, eh bien, il sera capable de vaincre la fortune. Dans la première partie, Machiavel va caractériser la fortune et essayer de montrer les moyens qu'on peut mobiliser pour essayer de faire face aux dégâts qu'elle peut causer. Je vais développer le commentaire en 4 points. Le premier point, ce sera en fait une contradiction apportée par Machiavel à un argument qui a été souvent soulevé, qui est l'argument paresseux. C'est-à-dire que si la fortune décide de tout et qu'on ne peut pas la maîtriser, alors autant ne rien faire, puisque de toute façon, ce qui doit se passer se passera. Dans la seconde partie, Machiavel va réactiver une distinction qui est d'origine stoïcienne, et c'est contre les stoïciens qu'on mobilisait l'argument paresseux. Cette distinction, c'est ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Simplement, il va modifier légèrement la distinction telle que la faisaient les stoïciens. Dans la troisième partie, il va introduire l'idée de fortune en la comparant à un fleuve impétueux qui cause des ravages et en montrant comment on peut limiter les dégâts en étant prévoyant. Donc, première sous-partie, l'argument paresseux. Alors, vous voyez, Machiavel commence son texte en disant ne pouvant me résoudre à ce que le libre arbitre soit réduit à rien, je dis qu'environ la moitié de nos actions sont en notre pouvoir. Donc, en fait, il s'oppose par là à un argument qui a été utilisé contre les stoïciens. Les stoïciens disaient il y a des choses qui dépendent de nous, mais ce qui arrive à l'extérieur de nous, c'est le fait du destin, et ces choses-là qui arrivent à l'extérieur de nous, on ne peut pas les contrôler. Et donc, il faut se concentrer sur nous, notre intériorité, nos désirs, pour essayer de contrôler nos désirs afin de ne pas être malheureux. Pour les stoïciens, hein, puisque vous ne pouvez pas contrôler ce que la réalité vous apporte, vous devez essayer de maîtriser ce que vous voulez, de manière à toujours vouloir ce qui arrive, ce qu'on appelle la mort fati, l'amour du destin. Et on disait aux stoïciens, oui, mais enfin c'est un peu inutile parce que
Au fond, hein, vous dites que le destin s'occupe de tout, que la fortune commande absolument les événements extérieurs. Donc de ce point de vue-là, si vous êtes malade, eh bien, que vous alliez voir le médecin ou que vous n'alliez pas le voir, il est écrit que vous allez guérir ou que vous allez mourir. Donc ce que vous faites n'a aucune espèce d'influence sur la suite des événements, puisque la suite des événements est déjà tracée. Donc autant ne rien faire, puisque l'action humaine est inutile. Alors vous voyez que ce serait un danger mortel pour qui voudrait conseiller les princes, parce que ça reviendrait à dire aux princes, de toute façon, ne faites rien, il se passera ce qui se passera. Machiavel ne peut pas tenir cette position-là. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas se résoudre à ce que le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté d'action des hommes, soit réduite à rien. Néanmoins, il faut tenir compte de l'imprévisible, parce que ça existe, le hasard, l'impondérable, les choses qu'on ne contrôle pas. Alors, il va dire qu'il faut distinguer 50% des choses environ qui sont en notre pouvoir et 50% des choses qui n'en sont pas. Alors, c'est une estimation au doigt mouillé, hein, il dit à peu près la moitié. Et pour comprendre ce qu'il veut dire plus précisément, il faut passer à la seconde partie de notre première partie, à savoir ce qu'il veut dire par ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Alors, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, c'est une distinction qui est d'origine stoïcienne. Donc, les stoïciens distinguaient ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire ce sur quoi vous n'avez pas un pouvoir absolu. Ce sur quoi vous n'avez pas un pouvoir absolu, c'est absolument tout ce qui est extérieur. Donc, il y a les choses qui dépendent de votre corps, par exemple, que vous soyez malade ou que vous ne soyez pas malade. Il y a les choses qui dépendent du hasard, que vous gagnez au loto ou que vous n'y gagnez pas. Il y a les choses qui dépendent des autres. Par exemple, que les gens vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas. Tout ça, vous n'y pouvez rien. Donc, vous ne pouvez pas les désirer, ou plus exactement, vous ne pouvez pas accorder autant d'importance à ces désirs qu'à des désirs qui dépendent strictement de vous. Parce que sinon, vous serez malheureux, vous vous sentirez coupable, alors qu'en fait, c'est des choses qui vous échappent complètement. Mais alors, qu'est-ce qui dépend de nous? Eh bien, pour les stoïciens, c'est trois choses. Nos goûts, nos émotions, nos croyances. Donc tout ce qui est intérieur. Personne ne peut vous forcer à croire que 2 plus 2 égale 4 si vous avez envie de croire que ça fait 5. Personne ne peut vous forcer à aimer le poisson si vous n'aimez pas ça. Personne ne peut vous forcer à être heureux si vous vous sentez triste. Alors personne, sauf qui? Sauf nous, bien sûr. Et donc cette distinction permet une espèce de sagesse qui consiste à se contrôler soi-même pour ne jamais être déçu par ce que la réalité nous apporte. Alors vous voyez qu'il y a quand même une distinction entre le stoïcisme et Machiavel, puisque le stoïcien a pour objectif la sagesse personnelle, le bonheur personnel, ne pas être frustré, ne pas être déçu. Pour Machiavel, encore une fois, disons-le, ce qui compte, ce sont les résultats dans la stabilité que vous apportez à votre état. Donc ça n'est pas du tout une question de bonheur intérieur ou d'équilibre ou de sagesse ou de ce que vous voulez. C'est la première modification. Deuxième modification, si on s'en tient aux stoïciens, eh bien, le prince qui gouverne les autres n'a aucun pouvoir sur les autres, puisque ce qui dépend des autres ne dépend pas de moi. Machiavel ne peut absolument pas souscrire à ce point de vue. Donc, en fait, il va distinguer ce qui dépend du prince et ce qui ne dépend pas de lui, eu égard à la fortune, et on va voir comment il fait ça à travers la caractérisation qu'il donne de la fortune, c'est ma troisième sous-partie, comme un fleuve en furie. Alors, c'est une comparaison, hein, il dit, je la compare à un fleuve en furie qui emporte tout sur son passage. Donc, la comparaison est claire, c'est en cas d'inondation, eh bien, lorsqu'une rivière sort de son lit, elle va commettre des dégâts, emporter des routes, des ponts, des ouvrages, inonder des terrains cultivables, c'est une catastrophe. Et la manière dont la rivière va sortir de son lit est imprévisible. D'accord? Donc ça ne dépend pas de nous. Autrement dit, ce que les événements peuvent bouleverser, par exemple la mort soudaine d'un rival, par exemple la découverte impromptue d'une nouvelle arme, voilà, ce sont des choses que vous ne pouvez pas mesurer, que vous ne pouvez pas prévoir. En revanche, que se passe-t-il? Eh bien, le fleuve en crue, il commet des dégâts là où on n'a pas pris de précautions contre cela. Autrement dit, si vous construisez des digues, eh bien peut-être que vous ne saurez toujours pas quand le fleuve va rentrer en crue, mais en tout cas, ce dont vous êtes sûr, c'est que la prochaine fois qu'il rentrera en crue, il commettra moins de dégâts. Ça veut dire quoi pour le prince? Ça veut dire que pour ce qui est de la fortune, l'imprévisible, il faut toujours s'y préparer. C'est-à-dire que vous devez toujours avoir des plans de rechange au cas où il se passerait des choses imprévisibles. Autrement dit, vous ne devez jamais rien tenir pour acquis. Et pour paraphraser Deleuze qui commente Nietzsche, il y a une seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et donc voilà ce que le prince doit avoir en tête en permanence, c'est que pour se prémunir contre la fortune, il faut toujours se tenir prêt à ce que les équilibres de force que l'on connaît soient bouleversés, et il faut toujours avoir, sinon des plans de rechange, du moins la capacité à formuler rapidement des plans de rechange et à ne pas se tenir à notre plan initial. Il faut donc être capable de prendre des décisions, d'évaluer très rapidement les changements au contexte politique ou au contexte international.